Bonjour, je suis Jean-Marc Giraud, enseignant-chercheur à l'ESEO et chercheur dans une unité mixte de recherche CNRS. Je suis en charge du cours Traitement analogique du signal. Ce cours sera dispensé via 4 séances de 3 heures. Les prérequis de ce cours sont les mathématiques et la physique de premier cycle. Ce cours est une introduction à la discipline traitement du signal et au cours de traitement numérique de l'image, traitement numérique de signal en première année de cycle ingénieur, et des cours en option biomédicale, e-santé, usine 4.0 et data science, multimédia et télécommunications. Durant ces 4 séances de cours, j'introduirai donc les briques élémentaires du traitement du signal, les outils couramment utilisés comme la transformée de Fourier, la série de Fourier, la convolution, la corrélation et la transformée de Hilbert. Puis, nous verrons quelques applications, notamment en télécommunication. Je vous propose, sans plus tarder, d'attaquer cette première séance de traitement analogique du signal et, en guise de préambule, je m'interroge sur la notion de fréquence d'un signal. Les sons sont des ondes de pression qui peuvent être émises par un locuteur et reçues par un auditeur. Ces ondes sonores peuvent être modélisées par une expression du type y de t, x égale grand A cosinus k facteur de x plus ct plus phi, où k est le nombre d'ondes et dépend de la fréquence de l'onde f0 égale à 1 divisé par t0 la période, ainsi que c, la célérité des ondes, a est l'amplitude et phi la phase à l'origine. En faisant vibrer un diapason et en visualisant le signal électrique obtenu via un microphone, nous obtenons un signal de fréquence 440 Hz, c'est-à-dire composé de 440 cycles ou périodes par seconde. C'est un son pur. La fréquence de 440 Hz que nous percevons correspond à la note La, représentée à gauche sur la portée de la partition de musique. Plus on monte dans la gamme, plus les notes sont aiguës et donc de fréquence élevée. Ici, les fréquences partent de 264 Hz pour le Do et se terminent à 528 Hz pour le dernier Do. Si on ne garde que la note La sur la portée en haut au milieu, et si nous souhaitons représenter ou indiquer la présence de ce son, alors il est de coutume de positionner à la fréquence un trait ou une flèche dont la hauteur correspond à l'amplitude, c'est-à-dire la force ou l'intensité du son. Ainsi, un son à 440 Hz sera représenté par une flèche à la fréquence 440 Hz. Nous pouvons généraliser cela pour n'importe quel son. Avant d'aller plus en avant dans les différents concepts et afin de mieux percevoir ce que peut être la mission d'un scientifique du signal, je vous partage 3 types de missions. L'une en maintenance prédictive en lien avec l'option usine 4.0, l'autre en biomédical et en débimétrie. La première mission consiste à équiper des machines vibratoires de capteurs en vue de calculer des indicateurs prédictifs de la venue de défauts. Les indicateurs sont calculés lorsque la machine est considérée neuve ou sans défaut. À droite, nous voyons à un instant donné la représentation fréquentielle d'un signal accélérométrique. Une bande bleue correspond à la fréquence d'un signal. D'ailleurs, à 440 Hz, j'ai repéré la fréquence du diapason. Différents seuils de dangerosité ont été calculés afin d'avertir le service de maintenance lorsque la hauteur des barres bleues est inférieure au seuil jaune d'alerte, c'est un fonctionnement normal. On voit autour de 5 kHz des dépassements de seuil de danger. La machine doit être arrêtée. Si on se focalise sur les différents indicateurs de défaut de roulement à billes, ces derniers obtenus par modélisation
correspondent à des fréquences ou des multiples de ces fréquences pour les bagues, cages et billes. Dans le cas d'un roulement à billes de type 6208, l'équipe de Trajine en 2008 a montré un défaut de bague externe représenté en noir par des pics plus intenses aux fréquences 168 et 178 Hz par rapport au roulement à billes sans défaut en rouge. Ces indicateurs de fréquence sont calculés à partir des formules en bas à droite. La deuxième mission concerne le domaine biomédical et, plus spécifiquement, la polygraphie ventilatoire. Il s'agit de développer, là encore, des indicateurs à partir de différents types de capteurs. À droite est représenté le signal trachéo brut, en haut, le signal d'enveloppe. Un seuillage adapté permet de détecter des apnées. Le schéma fonctionnel d'un polygraphe est donné ici. La troisième mission consiste à améliorer un débitmètre existant, représenté à droite avec sa sonde ultrasonore. Après discussion avec le client, le chef de projet, Signal Scientist, résume sous la forme d'un schéma fonctionnel le système existant et la partie à concevoir en bleu et en vert. Une partie des détails du cahier des charges est donnée ici. Les différents éléments à concevoir seront intégrés dans l'IHM, représenté ici. Pour nous aider à réaliser notre premier sprint, un enregistrement au PharmaWave est donné. Continuons à mettre en lumière le lien entre l'analyse fonctionnelle et le traitement du signal. La conception et l'étude de systèmes passe par celui de schéma bloc, allant de la captation de l'information jusqu'à sa représentation, en passant par différents traitements. Si l'objectif est de réaliser par exemple une conversion en tension alternative en tension continue, l'objectif sera de déterminer quelles sont les fonctions à réaliser. Ceci, souvent, passe par une phase de calcul analytique, ici de moyenne ou de valeur efficace. Plusieurs schémas blocs peuvent être représentés ou répondre à notre problématique. Une fonction valeur absolue ou élévation au carré suivie d'une fonction moyen-âge répond à notre problème. Ici, la solution technique ne sera envisagée que dans un second temps par le technicien. À titre d'exemple, voilà le schéma fonctionnel d'un échographe. Enfin, plusieurs approches de gestion de projet pourront être envisagées, la méthode en cycle en V par exemple, ou bien des méthodes agiles via la réalisation de sprints. Passons maintenant à la représentation de signaux et à leur modélisation. Un signal est une variable qui dépend exclusivement du temps. Il s'agit très souvent de signaux électriques, images de grandeur physique. À titre d'illustration, des signaux périodiques sont représentés à gauche, ainsi que des signaux modulés à droite. Dans ce cours, notre objectif sera de décrire un signal, aussi complexe soit-il, en briques élémentaires. La première brique élémentaire que nous allons étudier est la fonction Dirac, dit delta de t. Cette fonction est très utile pour décrire dans le domaine fréquentiel, par une flèche, un son pur. Cette fonction vaut 1 pour t égale à 0 et 0 ailleurs. Si maintenant nous souhaitons décrire un pic situé à une position t0, alors la fonction s'écrit delta de t moins t0, où t0 indique la position du pic. Lorsque le pic est situé pour des temps négatifs, la fonction devient delta de t plus t0. Ce signal élémentaire est un support compact de durée infinitésimale et d'énergie finie. La fonction sig est une fonction qui vaut 1 lorsque la variable t est positive, qui vaut moins 1 lorsque la variable t est négative et qui vaut 0 à l'instant t égale à 0. C'est un signal à support infini et de puissance moyenne finie. Pour la fonction Deviside ou échelon, celle-ci s'obtient à partir de la fonction sig. Epsilon de t vaut 1,5 plus 1,5 signe de t. C'est une fonction qui vaut 1 pour tout temps positif,
0 pour des temps négatifs et 1/2 lorsque t est égal à 0. C'est une fonction de support infini et de puissance moyenne finie. Il existe un lien entre cette fonction d'Heaviside et la fonction Dirac. En effet, le Dirac s'obtient par dérivée de la fonction d'Heaviside. La fonction porte peut s'obtenir à travers deux fonctions d'Heaviside décalées en t sur 2 et en moins t sur 2. La fonction rectangle de t est une fonction de durée t équivaut 1 et 0 ailleurs. La dérivée de la fonction rectangle donne deux Dirac, l'un positif, l'autre négatif, en position t sur 2 et moins t sur 2. C'est un signal à support compact et d'énergie finie. La fonction rampe s'obtient à partir de la fonction d'Heaviside et de la variable t. R de t est égal à t multiplié par epsilon de t. C'est un signal de support infini et de puissance moyenne infinie. La fonction triangle est une fonction à support compact et d'énergie finie. On peut regrouper ceci par la fonction triangle TRI de t qui vaut 1 moins valeur absolue de t, quelle que soit la valeur absolue de t, ou quel que soit t compris entre moins t et plus t, et 0 ailleurs. La fonction sinus cardinal est une fonction qu'on rencontre assez souvent. Elle correspondra, nous le verrons plus tard, à la transformée de Fourier de la fonction rectangle. Sinus cardinal de t, c'est égal à sinus de pi f0t divisé par pi f0t. Cette fonction vaut 1 lorsque t vaut 0 et elle s'annule tous les 1 sur t0. C'est une fonction à support infini et d'énergie finie. La fonction gaussienne est souvent utilisée pour apodiser des signaux. Elle s'exprime par la relation x de t est égale à exponentielle de moins a t carré. C'est une fonction à support infini, même si on a l'impression que l'énergie est localisée autour de 0, et d'énergie finie. La fonction exponentielle amortie est causale. Elle vaut 0 pour les temps négatifs et est une fonction décroissante pour les temps positifs. Elle s'écrit x de t égale exponentielle de moins at epsilon de t. C'est un signal à support infini puisque le signal s'annule à l'infini et d'énergie finie. Le peigne de Dirac s'obtient à partir de plusieurs Dirac espacés régulièrement de grand T. La fonction Dirac, qu'on écrit delta indice grand T de T, c'est une somme infinie de pics delta de T moins kt. On aura donc des pics localisés pour toutes les valeurs de k entières. 0, 1, 2, 3, moins 1, moins 2, moins 3 par exemple. C'est un signal périodique de puissance moyenne finie. Cette fonction sera utilisée souvent dans l'échantillonnage. La fonction cosinusoïdale s'écrit x de t égale cosinus de pi ft, f étant la fréquence. Dans l'exemple indiqué, la fréquence est de 4 Hz, c'est-à-dire qu'il y a 4 oscillations par seconde. C'est un signal périodique de puissance moyenne finie. Le signal cosinus redressé s'obtient en calculant la valeur absolue du signal cosinus. L'exemple indiqué vaut x de t égale 2 fois la valeur absolue de cosinus de pi f t. En prenant la valeur absolue, nous doublons la fréquence. C'est un signal périodique de puissance moyenne finie. Le signal carré s'obtient simplement en utilisant la fonction signe et la fonction sinus. La fonction signe d'une variable prend une valeur positive lorsque la variable, ici la fonction sinus, est positive et négative lorsque l'amplitude de la fonction est négative. À chaque arche positive de la sinusoïde, la fonction vaudra plus 1. Idem pour les valeurs négatives.
Dans l'exemple considéré ici, la période est de 1 seconde. C'est un signal qui est périodique, de puissance moyenne finie. La fonction d'Annecy périodique s'obtient à l'aide de la fonction rectangle et de la fonction t moins k grand T. Au final, x de t, c'est une somme de plusieurs D'Annecy élémentaires. La première, par exemple, valant moins t multiplié par rectangle de t. C'est un signal périodique de puissance moyenne infinie. Nous pouvons réaliser des multiplications entre la fonction cosinus et la fonction exponentielle. On appelle ce signal une exponentielle modulée amortie. Elle s'exprime comme étant le produit entre cosinus de pi t sur grand T étant la période, exponentielle de moins a t, u étant la fonction d'Heaviside. C'est un signal à support infini et d'énergie finie. La gaussienne modulée s'obtient en multipliant un signal cosinus avec une fonction Dirac localisée en T0. C'est un signal à support infini et d'énergie finie. La gaussienne modulée en fréquence consiste à utiliser une fonction cosinus modulée en fréquence en élevant au carré la fonction t par une gaussienne positionnée à l'instant t0. C'est un signal à support infini parce que le signal s'atténue mais à l'infini et il est d'énergie finie. Voici un exemple de signaux issus d'une onde gravitationnelle. On voit deux trous noirs se mélanger. Pendant la collision, la fréquence finalement devient de plus en plus aiguë et lorsque le nouveau trou noir est fusionné, il n'y a plus de signal. Nous pouvons modéliser cette onde gravitationnelle en considérant un signal cosinus avec une fréquence Fi qui varie au cours du temps. Cette fréquence vaut F0 plus bêta facteur de t moins d rectangle de d facteur de t moins h et ce signal est modulé par une enveloppe 1 plus g de t, le tout facteur de e de t. G de t étant une gaussienne à la position A. Quelques propriétés intéressantes maintenant. On peut expliquer que tout signal peut s'écrire à partir d'une composante paire et d'une composante impaire. Le signal x de t s'écrit comme étant x indice p plus x indice i de t. Le signal x de t représenté en haut est donc un signal triangulaire que pour la partie positive. Il s'obtient à partir d'un signal qui est pair, donc c'est un signal triangle, et d'un signal impair tout en bas. Ces signaux ont des particularités puisque le produit de la version paire par la version impaire conduit à un produit scalaire égal à 0, c'est-à-dire lorsque l'intégrale du produit entre deux signaux est égale à 0. Quelques outils pour pouvoir classer les différents signaux ou bien les caractériser. Le calcul de l'énergie, le calcul de la puissance moyenne, le produit scalaire qui correspond à l'intégrale du produit entre deux signaux, la corrélation qui correspond à un produit scalaire mais avec un signal qui est décalé dans le temps, la convolution qui correspond à un produit scalaire mais cette fois-ci par rapport à une variable taux et par rapport à un signal qui aura été retourné. La moyenne qui est l'intégrale d'un signal et la distance euclidienne qui est la différence élevée au carré entre deux signaux. Passons maintenant au calcul des énergies, puissance moyenne et corrélation. Alors, lorsqu'il s'agit de signaux à énergie finie, les signaux sont donc d'origine physique. Le signal est localisé en temps et l'énergie aussi. Le calcul de l'énergie correspond simplement à l'élévation au carré du signal et à son intégration. Un signal à puissance moyenne finie, ce ne peut être qu'un modèle mathématique. Il représente le calcul de l'intégrale d'un signal élevé au carré, pondéré par 1 sur t, dont la limite de t tendra vers l'infini. Dans le cas particulier de signaux périodiques, on ne fait plus tendre t
vers l'infini, on donne simplement à t la valeur de la période. Notez que la valeur efficace s'obtient comme étant la racine carrée de la puissance moyenne. Voici une déclinaison aussi d'outils issus de calcul d'énergie. Il s'agit en haut de l'énergie, juste en bas C de x de taux qui est le calcul de la fonction de corrélation qui correspond à x de t multiplié par x de t plus taux. Il s'agit finalement de rechercher une ressemblance dans les signaux. Si maintenant on considère deux signaux, x et y, on calcule une intercorrélation en multipliant simplement le signal x par le signal y décalé dans le temps, et on en calcule son intégrale. La moyenne, comme indiqué précédemment. Notez le théorème de Parseval qui stipule que l'énergie calculée dans le domaine temporel est égale à celle calculée dans le domaine dual, c'est-à-dire les fréquences. Les signaux à puissance moyenne finie, comme indiqué tout à l'heure, permettent de calculer des puissances, mais aussi des corrélations ou des intercorrélations lorsque les signaux, en guise d'entraînement, considérons quelques exercices. Commençons tout d'abord par calculer l'énergie d'un signal à support compact. Il s'agit du signal rectangulaire. X de t est un signal qui vaut 0 partout, sauf entre 0 et grand T, où la valeur vaut 1. Le calcul de l'énergie pour des signaux à support compact consiste à élever le signal au carré. Dans la portion où le signal est non nul, la fonction rectangle vaut 1. Si on l'élève au carré, dans ces conditions, elle vaudra toujours 1. Passons à la calcul de l'intégrale. La primitive de 1, c'est t, à prendre entre 0 et grand T, ce qui veut dire que le calcul de e, x, est égal à grand T. Un calcul similaire permet de conduire au calcul de la moyenne, qui est égal au calcul de l'énergie. Considérons maintenant un signal périodique. Nous allons considérer le signal cosinus à la fréquence f0. Dans le cas de signaux périodiques, le calcul de la puissance doit être réalisé sur la période. On calcule d'abord x au carré de t. Donc la fonction cosinus carré oméga 0t élevé au carré devient 1 demi plus 1 demi cosinus 2 oméga 0t. Le calcul de la puissance moyenne se faisant sur un nombre entier de périodes, le signal est maintenant à la fréquence 2 oméga 0. On réalise donc le calcul sur 2t0. La première, l'intégrale peut se découper en deux parties. Une partie avec 1 demi et une autre partie avec 1 demi cosinus d'oméga 0t. L'intégrale d'une sinusoïde sur sa période conduit à 0. Il ne reste plus que donc à calculer l'intégrale entre 0 et 2t de la valeur 1 demi. Dans ces conditions, la primitive de 1 devient t pris entre 0 et 2t, le tout divisé par 2t, c'est donc égal à 1 demi. La valeur efficace est égale à la racine carrée de la puissance moyenne, ce qui conduit à la valeur de 1 divisé par racine carrée de 2. Je rappelle que le calcul de la valeur moyenne d'un signal périodique est égal à 0. Passons maintenant au calcul du produit scalaire entre deux signaux, x de t égale cosinus oméga 0t et y de t égale cosinus oméga 1t. On doit donc réaliser le produit scalaire, intégrale de cosinus oméga 0t multiplié par cosinus oméga 1t. Ceci en appliquant la formule trigonométrique que 2 cosinus A cosinus B est égal à cosinus de A plus B plus cosinus de A moins B, conduit à un nouveau signal dont la pulsation vaut oméga 0 plus oméga 1, et d'un autre signal dont la pulsation vaut oméga 0 moins oméga 1. Ce qui veut dire que les intégrales vont se réaliser sur les périodes de ces deux nouveaux signaux. Ces signaux, quoi qu'il en soit, étant périodiques, eh bien, va conduire à 0. Lorsque oméga 1 est égal à oméga 0, le
produit cosinus oméga 0t multiplié par cosinus oméga 1 t conduit à cosinus carré de oméga 0t. Comme tout à l'heure, on a deux parties, une partie qui vaut 1,5 et une partie qui vaut cosinus 2 oméga 0t. L'intégrale conduit à 1,5. Cette fonction produit scalaire permet de calculer la ressemblance entre deux signaux. Lorsque deux signaux ont des fréquences identiques, le produit scalaire conduit à une valeur non nulle, alors que lorsque les fréquences sont différentes, le produit scalaire conduit à une valeur nulle. Une autre fonction de ressemblance peut être calculée. Il s'agit de la distance euclidienne. Si nous considérons deux signaux, x de t égale cosinus oméga 0t et y de t égale cosinus oméga 0 facteur de t plus tau, les deux signaux diffèrent d'un décalage tau. Le calcul de la distance euclidienne consiste à calculer l'intégrale de la différence au carré. Cette distance euclidienne conduit à racine carrée de 2 à valeur absolue de sinus oméga 0 tau. Dans ces conditions, lorsque les signaux se ressemblent, c'est-à-dire lorsque tau est égal à 0, la fonction de ressemblance vaut 0. Contrairement à tout à l'heure avec le produit scalaire où la fonction valait 1,5 lorsque les deux signaux se ressemblaient. Autre exercice intéressant qui concerne les décalages et les retournements temporels. Nous prendrons dans ce cas le signal d'une dent de scie qui est non nul entre 0 et grand T. Ce signal correspond au produit de la fonction t et d'une fonction rectangle de durée grand T localisée en t0 sur 2. Si l'on considère simplement un décalage du signal x à une position t0, le nouveau signal décalé, y égale x de t moins t0 représenté à droite, est bien la version décalée du signal x de t représenté à gauche. À gauche, en bleu, sont indiqués des points particuliers du signal x de t, et à droite sont indiqués les détails qui vont nous permettre de vérifier que nous ne nous sommes pas trompés. Considérons un retard t0 égale grand T sur 2. Le signal y de t est égal à x de t moins t sur 2. Pour t égale à 0, y de 0 est donc égal à x de 0 moins t sur 2, c'est-à-dire x de moins t sur 2. Si on regarde à gauche, on constate que x de moins t sur 2 est égal à 0. On vérifie bien que y de 0 est égal à 0. Pour y à l'instant t sur 2, cela conduit à x de 0 qui vaut 0 comme indiqué à gauche. À l'instant y égale grand T, on aboutit à x de grand T divisé par 2 qui vaut a sur 2. Et enfin, lorsque t vaut 3t sur 2, y est égal à x de grand T, est égal à a. Si nous prenons maintenant le cas d'un retournement temporel, le signal de gauche est retourné puis décalé. Comme tout à l'heure, j'ai indiqué à gauche des points spécifiques et à droite les différentes valeurs pour vérifier que nous ne nous sommes pas trompés. Considérons un décalage de 3t sur 2. Le signal y de t, c'est x de moins, entre parenthèses, t moins 3t sur 2. Lorsque t vaut 0, y de 0 est donc égal à x de 3t sur 2, qui vaut donc 0. Y de grand T sur 2 est égal à x de grand T, ce qui est égal à a. Y de grand T est égal à x de t sur 2 égale à a sur 2. Et y de 3t sur 2 est égal à x de 0, qui est égal à 0. Vous pouvez aussi trouver d'autres exercices et d'autres vidéos, voire stream. Je vous propose aussi quelques bonus pour ceux qui seraient curieux. Quelques spécificités concernant la fonction sinus cardinal et des produits scalaires entre la fonction Dirac et la fonction rectangle. Notez que l'intégrale de la fonction Dirac est égale à 1. Enfin, un théorème très important qu'on appelle le théorème du produit, qui généralise le théorème de Parseval lorsque y est égal à x. Un élément concernant l'échantillonnage.
un signal x de t multiplié par une fonction d'Irac à la position 0 ou bien à la position t. Notez que pour un changement de variable, on voit apparaître au dénominateur la valeur absolue de a.